Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre traditionnelle causerie de tous les soirs sur la chaîne de proximité du Vivre Ensemble Info TV. Depuis quelques jours, un sujet triste s'est imposé dans l'actualité, au moment où les regards et les interrogations portaient sur la préparation des phases décisives à la prochaine élection présidentielle. C'est la mort tragique du petit Matisse au quartier Ngwaekele, lâchement assassiné. Le Cameroun vit une sorte d'émotion nationale en ce moment précis. Les uns et les autres font des interventions pour soutenir la famille, condamner l'acte odieux et même protéger la fille du présumé assassin dans le cadre de cette affaire. On entend un peu de tout, on enregistre un peu de tout. Les médias traitent à profusion cette affaire. On dira un mot là-dessus, même si étant particulièrement gêné de l'aborder, mais c'est une question d'actualité. On essayera d'aller avec nos invités en mise en bouche, au-delà de l'émotion nationale, analyse des faits, des circonstances et des mesures qui peuvent être prises autour de cette affaire. Mais on reparlera tout naturellement des élections, notamment l'élection présidentielle en préparation, avec ces intentions des candidatures qui sont enregistrées pratiquement au quotidien, un nouveau profil, un nouveau visage, une nouvelle vision. Tous veulent postuler au fauteuil présidentiel et renverser le président Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il se recrute pratiquement dans toutes les couches sociales, au point où certains analystes ont évoqué la banalisation de la fonction présidentielle. Face à ces nombreuses intentions de candidature, faut-il justement redouter une sorte de banalisation de la fonction présidentielle? Nos invités vont nous dire un mot là-dessus. Et accueillons pour cela Maître Andy Simon-Pierre. Il est de la Chambre nationale des experts criminels. Il est donc expert criminel lui-même. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zay, et merci une fois de plus de me convier à ce dîner familial autour duquel nous échangeons sur des sujets d'actualité et les faits de notre société. Et permettez-moi de dire bonsoir à tous les membres de la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun, dont je suis le secrétaire général. Une présentation avec... Un adulte a décidé de mettre fin à sa vie pour des circonstances qui ne manquent pas de ce petit enfant, de ce petit garçon. Maintenant, en tant qu'enseignant, je prends la chose dans le sens où voilà un enfant qui vendredi s'est séparé de ses camarades de classe. Ses camarades de classe vendredi 9 mai et samedi 10 mai, il décède. Son camarade de classe, le voisin de banc, quel regard pour terminer l'année scolaire ce camarade aura, sachant que à côté de moi, durant l'année scolaire, j'avais mon camarade Matisse avec qui on était sur le banc, avec qui on partageait les moments pendant les récréations, pendant les pauses, pendant. Maintenant, l'enseignant, parce que regarde ce que nous avons essayé de comprendre, d'analyser, c'est un père à son âme. Le petit Matisse semblait être vaillant à l'école. Maintenant, en tant qu'enseignant, les responsables de l'école, perdre un enfant comme celui-là en fin d'année scolaire, le 10 mai, nous sommes rendus à moins d'un mois de la fin de l'année scolaire. C'est gênant pour l'enseignant, non seulement l'enseignant de Matisse, nous-mêmes en tant qu'enseignants, c'est gênant de savoir que nous terminons les cours comme aujourd'hui et que demain on vient là, qu'on se rend compte que l'élève ou l'étudiant que nous avons eu ce matin est décédé dans des conditions aussi difficile. Pour toute sa classe, hein, le lendemain d'un événement comme ça, le lundi matin doit être difficile, que ce soit pour les enseignants ou pour les camarades. Comment reprendre le rythme avec l'absence aussi tragique du petit Matisse, qui rêvait d'être journaliste. D'ailleurs, il s'exerçait justement à faire des petits reportages, des interviews, tout le monde aimait regarder tout cela. Le lundi doit être plus compliqué encore. Vraiment compliqué. J'imagine un peu, parfois dans nos écoles là, ou même établissements, lors de la semaine de la jeunesse, pour prendre le cas des écoles primaires, organisent souvent des manifestations où peut-être c'est sans doute cette période-là que le petit Matisse a intervenu, il a pris le micro, un peu comme Jean Jazé, pour montrer ses talents de communicateur, ses talents de journaliste. Et on a compris que voilà un petit qui est passionné de la communication. Maintenant,
quand nous terminons la semaine de la jeunesse ou alors dans le lycée, de coutume, chaque lundi après le rassemblement, on a ce qu'on appelle le club journal. Le club journal intervient pour présenter les informations de la semaine, les informations du lycée. Et imaginons un petit Mathis qui était aussi célèbre, aussi enthousiaste dans la profession qu'il a voulu bien faire dans sa vie, le journalisme. Et le lundi où on attend qu'il puisse s'exprimer, ce n'est pas le cas. Je crois que même ceux-là avec qui il partageait les moments de communication seront tristes sans parler des dirigeants. Donc c'est vraiment très déplorable de penser à un crime, surtout les conditions du crime. Les conditions du crime. C'est vraiment déplorable, Jean Bialdé. Parole au journaliste Timothée Somba. À Bénard, le sujet naturellement fait la une de plusieurs journaux, que ce soit télé, radio ou la presse écrite, hein, tout le monde passe par là. Des reportages multiples sont effectués sur les lieux du crime, même si on a noté que certains disent que les journalistes en font un peu trop avec le rapprochement avec la fille du présumé assassin. Mais pour le journaliste que Timothée est, c'est un sujet qu'on ne peut pas contourner. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes copanélistes. Je vais directement entrer de plein pied dans le sujet. Oui. Mais j'aimerais d'abord intervenir en tant que parent. Pour tout parent ayant déjà perdu un enfant, comme c'est mon cas, je voudrais témoigner mes sincères condoléances à cette famille durement éprouvée. Parce que c'est hyper difficile pour un parent que de perdre un enfant, surtout un enfant de cet âge, une lumière, un ange. Et ceci me permet maintenant de dire que qu'on laisse les journalistes faire leur travail. Et tous ceux qui essayent aujourd'hui de donner des leçons à ceux qui interviennent, à ceux qui manifestent leur indignation, doivent comprendre que lorsqu'il y a un événement aussi tragique, l'instinct grégaire de tout être humain voudrait qu'on cherche des boucs émissaires, qu'on cherche des coupables. Il faut donc laisser d'abord les gens pleurer, laisser les gens chercher les boucs émissaires, avant de venir donner les leçons qui tendent à protéger la vedette dont le père est aujourd'hui considéré comme le présumé coupable. Parce que vouloir nous empêcher de pleurer au nom de la protection de la carrière de la vedette, c'est essayer de tuer Mathis une deuxième fois. Donc, moi j'ai été particulièrement choqué par les sorties prématurées et les sorties irresponsables de la vedette qui très tôt voulait demander pardon, voulait qu'on la laisse tranquille. Non, vraiment l'idole, tu n'as rien fait, c'est ton père. Tu n'as même pas à sortir. Tout ce que tu as fait en ce moment, c'est de te taire, c'est de te recueillir. Parce que ce crime odieux de ton père, du point de vue même métaphysique, peut avoir des métastases sur ta propre personne. Le fait de vouloir rapidement demander aux gens de ne pas la condamner, non. Dans nos villages, lorsqu'on bannissait une mauvaise personne, on la bannissait avec toute sa famille. Et dans la Bible, on dit que pour certains péchés, on punit jusqu'à la 4e génération. Donc, c'est un instant de grand recueillement et c'est un moment qui interpelle la conscience nationale, qui nous interpelle tous dans nos familles. Parce que généralement, nous avons des criminels comme ça dans nos familles, que nous couvons, que nous protégeons en se disant, est-ce que je n'ai pas choisi, est-ce que je vais trahir mon frère, est-ce que je vais dénoncer mon frère, est-ce que je vais dénoncer mon père, ainsi de suite, ainsi de suite. Il serait bon de comprendre que la société en tant qu'entité morale n'existe que parce que chacune des entités physiques qui la composent joue son rôle. Est-ce que la petite Lidole, qui est aujourd'hui aussi éprouvée, a joué son rôle? Est-ce que l'épouse de ce tueur a joué son rôle? Est-ce que les parents... On vous dira, c'est parti dans un bar, une altercation entre deux adultes, et ça finit comme ça finit là. Il faut donc interroger la société tout entière. Les valeurs morales. Quel est le niveau de notre conception du vivre ensemble dans la société? Peut-être que je ne parle même pas de vivre ensemble parce que c'est trop galvaudé en politique. Le sens qu'on donne à la vie humaine, c'est ça qu'il faut donc interroger aujourd'hui. Les valeurs. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui peut justifier les excès en criminologie, je ne sais pas, expert criminel, vous appelez ça comment? Expert criminel. Expert criminel. Forcément, ils s'y connaissent. Si on s'en tient expert criminel, ils savent comment ça se passe et tout, et tout, et tout, et tout. Avant d'expliquer ou donner des solutions. Mais à mon avis, rien ne peut expliquer qu'un homme, un adulte, un père d'enfant qui prend le couteau, va dans le domicile du voisin pour une histoire du bar et décide de poignarder des petits enfants, des petits innocents. Moi, je m'interroge au-delà de l'émotion. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il faut donc qu'on questionne donc les fondamentaux de notre société ici. Quelle est la conception pour l'homme? Nous avons coutume de dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Un homme, il y a des enfants. On m'a dit des enfants même aussi qui sont des stars. Qu'est-ce qui peut expliquer? Moi j'ai dit rien, ou alors rien ne peut expliquer ce genre d'attitude si ce n'est une décrépitude des valeurs sociales. C'est-à-dire qu'on n'a plus de considération pour l'humain. On n'a plus de considération pour la vie. Et dans ce cas, il faut se ressaisir. Certains pleurent, les gens qui veulent que certaines larmes soient cachées dans cette affaire. Vous êtes dans quelle position de celui qui pleure, qui dénonce, qui ne comprend pas ce qui s'est passé? Bien évidemment, je suis dans la position de celui qui pleure. Vous savez, en tant que parent, lorsqu'on voit un petit garçon comme celui-là, arraché aussi brusquement à la vie, on se pose la question de savoir si c'était le nôtre, dans quel état est-ce qu'on serait. Donc forcément, on partage, on peut imaginer quel peut être l'état d'âme des parents biologiques de cet enfant, quel peut être l'état d'âme de ses amis avec qui il jouait chaque jour au quartier. Et fondamentalement, il faut laisser la société faire son deuil. Il faut la laisser pleurer, comme on est en train d'observer. Peut-être que, bon, il y a notre sœur l'idole qui peut-être va en pâtir de ce que c'est soit son papa qui est l'auteur de ce crime. Mais difficile pour qu'elle n'en pâtisse pas. Oui, c'est bien difficile. Elle va certainement en pâtir. Elle va en pâtir doublement parce qu'aujourd'hui, quand même, si on est dans un contexte où ce n'est plus juste un crime comme beaucoup d'autres qui se passent dans nos quartiers et qu'on n'est même pas souvent au courant, si aujourd'hui c'est une affaire nationale, c'est parce qu'il y a à côté de cela sa figure en tant qu'icône de la musique camerounaise, c'est parce qu'il y a sa figure à côté qu'il y a une forme de nationalisation du crime. Bon, elle va certainement en pâtir, sa carrière également, mais au regard de l'effroi, au regard de l'émoi que ça crée, je pense qu'il faut laisser à la société camerounaise le temps de digérer ce coup. Il faut également peut-être prier le Seigneur qu'il donne des forces à la famille de cet enfant pour qu'elle puisse, je sais pas, digérer, traverser, parce que moi j'ai déjà perdu des gens et je peux connaître dans des circonstances un peu troubles. Donc je peux connaître la hantise que cela crée, tellement ça vous habite sur peut-être même plus d'un an, plus de 2 ans, plus de 3 ans, vous êtes continuellement hanté par la mémoire des faits disparus brusques-là. Et donc, il faudrait qu'on comprenne et qu'on concède cela à la société camerounaise. Maintenant, avec le temps, peut-être, on pourra, ça pourra se diluer et celle qui veut faire sa carrière va continuer sa carrière. Et on reviendra dans un deuxième temps maintenant interroger même les responsabilités de la société. Comme M. Émile Missi le disait. Bon, la seule chose que je n'ai pas partagée, c'est qu'ils disent que dans une société moderne, parce que même dans notre anarchie villageoise à l'époque précoloniale, on n'encourageait pas le crime. C'est-à-dire, quelle que soit la configuration sociétale dans laquelle on veut se trouver, il faut que le crime soit réprimandé de nature à dissuader toute personne qui voudrait tenter d'en reprendre. Il y a quelques semaines ou quelques mois, on a eu un cas de féminicide. Il y a une femme a perdu sa vie parce que son mari avait frappé sur elle. Et puis, quelle a été la sanction? 52 500 et je pense 1 ou 2 ans d'emprisonnement avec suicide. Donc, il n'y a pas eu une réelle condamnation dissuasive. Alors, lorsqu'on est dans un contexte social où, après qu'on ait pu ôter la vie d'une personne, de telles sanctions peuvent sortir, malgré que peut-être des examens médicaux légaux ont établi que la mort est consécutive
à la bastonnade que la personne aurait subi, ça pose quand même problème. C'est-à-dire là, ça interroge l'ensemble de la société. Qu'est-ce que nous faisons? Bon, les députés, mais aussi ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, et le corps social en général. Est-ce que nous nous levons chaque fois qu'il y a ce type d'injustice-là pour dénoncer et pour amener ceux qui sont appelés à décider de faire ce qui doit être fait pour empêcher que demain ça se reproduise? De tout, nous avons des enfants, nous avons des femmes, nous avons quand même des gens qui peuvent être exposés, et ça peut même être nous-mêmes aussi. Donc il faudrait que davantage que la société s'éveille vers cette dynamique-là. Bonsoir Jean-Jacques, sincères condoléances à la famille attristée. Quand je lis les réseaux sociaux que j'assimile, non, Facebook, j'ai compris le jeu de mots, où bon nombre de concitoyens ont perdu le sens de l'humilité, je m'interroge si la vie humaine serait-elle devenue banale dans un environnement où émerge la médiocrité à nous conduire vers le génocide. En ce moment, que disent les autorités gouvernementales, y compris ceux de l'opposition, pour compatir avec la famille et dire plus jamais ça. La sensibilisation s'impose à tous. Massok Thomas, merci pour cette contribution. Bonsoir le plateau, Jean-Jacques Zé. J'aimerais poser quelques questions aux journalistes en place. Est-ce que l'idole a des frères et sœurs? Si oui, pourquoi ne pas les... Je sais pas... vous voulez encourager qu'on agresse également les autres? Non, c'est pas ça notre but ici. L'idole est-elle responsable du crime de son père? Personne ne l'a dit. Je ne suis pas sûr que l'a dit. Si l'idole n'était pas artiste, est-ce que ces journalistes devaient s'intéresser à elle? Non. Pourquoi vous les journalistes vous faites de ce deuil si triste un buzz? Allez au Nozo faire le reportage de ce qui se passe là-bas. Vous tous, vous concentrez au deuil du petit Matisse. Pourquoi le père de l'idole, on ne parle presque pas de lui, pourtant l'auteur du crime, Guy Michel depuis DEA. Est-ce qu'il a compris? Non, Guy Michel, il faudrait qu'on se comprenne. Ouais. Fundiku tout à l'heure a parlé de la nationalisation de la douleur liée au fait qu'il y a une figure de star à côté. Si ça n'avait pas été l'idole, je ne suis pas sûr que les mois auraient été aussi transversales, aussi nationales. Non, il faut donc qu'on comprenne. Personne ne fustige l'idole, mais on ne peut pas départir son image de vedette de cette affaire qui implique non pas son époux, mais son papa, son sang. C'est la raison pour laquelle elle doit d'abord rester tranquille, laisser les gens pleurer. Et nous pleurons pour une raison en tant que journaliste, c'est que le monsieur avait une mauvaise réputation dans tout le quartier. Mais on a décidé de vivre avec un criminel, on a accepté un voisin criminel. Et si Matisse n'était pas mort, est-ce que quelqu'un en Guayaquil aurait fait tous les témoignages que nous voyons aujourd'hui? On apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Que c'est un multirécidiviste. Et c'est pour ça que je réitère le fait que nous ne devons pas laisser le crime nous baisser. Nous ne devons pas laisser le crime nous côtoyer. Sinon, nous nous rendons complices. Voilà. Au-delà de cela, Jean-Jacques Zé, je ne pense pas que nous fassions ici des débats des individus. Il y a eu un acte criminel. Nous pensons de façon responsable que le sang versé par cet enfant puisse être cet agneau qui va désormais faire en sorte que ce genre de crime ne se répète plus. Que la dignité des enfants soit respectée. Je crois que c'est ça l'intérêt. Oui. Au-delà des individus de ceux qui ont fait des crimes et tout. La justice en servira sans doute. Mais nous disons plus jamais cela. Protégeons nos enfants. Nous sommes les pères de tous les enfants. Et un père normal ne devrait pas le faire. On doit susciter les mois, on doit susciter des consciences pour que cela ne se répète plus. Alors, il y a des choses qui ne vont jamais disparaître. On n'invente pas le journalisme ou ce genre d'approche. Lorsque mon frère fait quelque chose dans mon village là-bas et qu'on en parle, on dit le frère de Jean-Jacques Zé. Tout à fait. On sait pourquoi on le fait. C'est des techniques qui sont reconnues, qui sont même enseignées. Ne faites pas le procès aux journalistes là-dessus. Il y a la notion de notoriété des acteurs qui compte dans le cadre du traitement de l'information. On n'y peut rien. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Le petit Matisse se trouve au paradis. Nous pouvons nous consoler
avec cela. Nous pensons que la peine de mort devrait refaire surface dans ce pays. Il faut dire qu'elle n'a jamais été abolie. La peine de mort, peut-être qu'elle n'est pas toujours appliquée, mais elle est toujours contenue. Peut-être que c'est les exécutions qui n'existent plus. Voilà, peut-être les exécutions qui n'existent plus, mais la peine est toujours prévue dans notre code pénal. Ce pays, les histoires de droits de l'homme là, vraiment, n'ont rien à faire dans ce genre de barbarie. Ce criminel mérite d'être, voilà, il mérite l'application de cette peine. Là, bonsoir Jean-Jacques et à ton riche panel. Cet assassinat s'assimile à un crime rituel. Bon, c'est un angle de vue et ça vient d'un pasteur. Il sait certainement quelle analyse, quel contenu il met dedans. Tout est possible dans tous les cas. Jean-Jacques, salutations au panel. Si je me réfère au tollé qu'avait suscité l'assassinat du petit Bouba en Côte d'Ivoire, je dirais que les drames sociaux émeuvent de moins en moins nos autorités, les leaders de pensée et les figures politiques dans ce pays. Nous avons eu des crimes rituels dont les victimes et les bourreaux étaient des non-names et ces crimes sont restés dans l'anonymat. Je ne parlerai pas des féminicides et autres infanticides. La chance que la mémoire du petit Mathis aura eu réside dans le fait qu'un proche d'une artiste est lié à cet acte. Ce pays et avant tout, les autorités devraient réapprendre à être révoltés par certains faits. Bertrand depuis Marois qui interroge l'attitude de nos autorités face à des crimes comme celui-là. Peut-être que avec tout le contour et tous les contours, c'est une affaire devenue nationale et internationale aujourd'hui. L'expert criminel, qui faut-il interroger dans ce genre de crime? Faut-il se limiter justement seulement au présumé assassin, étudier le présumé assassin ou intégrer dans cette étude, dans ces analyses-là, notre société? Avant d'entrer une fois de plus dans le sujet, permettez-moi de compatir à la douleur de cette famille éprouvée. Et M. Jean-Jacques Zé, je veux vous dire que je vais faire une analyse d'abord sociale de cette affaire pour vous dire que personne n'aimerait perdre de ses proches pour autre raison un enfant. Mais en tant qu'expert criminel, en tant que criminologue, en tant que juriste, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais je dois faire une analyse froide de ce genre de situation. Parce que quelquefois, il faut éviter la passion. Quelle que soit la douleur qu'on peut avoir, un spécialiste de l'affaire doit rester, d'un domaine doit apprendre à rester froid. Alors, je vais commencer par le point sur lequel vous êtes arrêté en parlant de l'artiste. Moi, je ne connaissais pas cet artiste parce que cette affaire Suvienne. Vous voyez l'impact que ce genre d'affaire peut avoir sur certaines personnes. Je la connaissais nulle part jusqu'à hier. Alors, on ne peut pas blâmer un enfant pour la faute de son parent. C'est l'inverse qui doit se passer, qui doit arriver. On dit l'enfant est tel, a posé tel acte parce que son parent ne l'a pas bien éduqué, son parent ne l'a pas bien retenu. Son parent ne lui a pas donné un bon chemin. Son parent ne l'a pas bien orienté. À quel niveau on va arriver à blâmer un enfant pour la faute de son parent? Qui est mieux placé pour éduquer l'autre? Qui est responsable du comportement de l'autre? Est-ce que ça ne varie pas est-ce que ça ne varie pas avec les âges? C'est une question. Moi, à mon âge, je suis appelé c'est une question. À 21 ans, à un certain âge aussi, je dis que papa, ce que tu fais là, il faut... À un certain âge, le parent même vous dit, vous n'êtes plus sur ma responsabilité. Même de façon légale. On arrive à un âge où le parent n'a plus d'obligation envers vous. Vous devez voler. Mais vous ne pouvez pas encadrer votre parent parce qu'il est votre parent. Maintenant, non, je peux pas encadrer. Pas sens unique. Pas encadrer. Pour encadrer un parent, il faut se rassurer que ce parent soit invalide. Seulement? Attendez, c'est pas encadré. Écoutez, mais un papa qui est sous là, je vous dis, je peux lui demander, mais je ne suis pas responsable des actes qu'il va poser. Soyons lucides. Vous pouvez le moraliser. Oui, je vous dis donc, chacun, je vais jusqu'à perdre le temps, défendre la personne alors que avoir tendance, ou on peut penser que je suis en train de défendre cet artiste, mais je veux vous dire
que la vie sociale, l'image, elle est individuelle. Alors, lorsqu'un parent a posé un acte, il est responsable de l'acte qu'il a posé. Maintenant, pourquoi on ne peut pas parler de cette affaire sans vouloir... J'ai vu dans un média où on a caché, on a crité le visage du criminel et on a mis le visage de l'artiste. Elle n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème, parce que ça n'a pas de problème. Mais je dis, elle n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce reportage? Quel est l'objectif visé par ceux qui insistent sur l'image de cet artiste? Baba, ça ne m'intéresse même pas. Je vais rentrer maintenant sur les faits. Vous avez répondu sur cette affaire-là. Pourquoi est-ce que c'est difficile de la détacher non, les gens, chacun son objectif. Chacun son objectif. En communication, je ne suis pas journaliste. Je dis, je suis pas journaliste, mais je dis qu'on fait une communication, il y a un objectif, il y a quelque chose qui est recherché derrière. Parce que si on publie, si on parle d'une affaire et qu'on passe le temps à montrer qu'il s'agit du père de tel en montrant la personne, quel est l'objectif visé? Maintenant, si c'était son enfant, si c'était le fils de l'artiste, vous ne voulez jamais qu'on montre Brenda Biya dans une mauvaise position et qu'on assimile à son père. Si c'était l'enfant, si c'est l'enfant, non, vous m'avez jamais invité à ce genre de sujet. Je vous dis que je n'accepterai pas. Ah, d'accord. Qu'on pointe du doigt un enfant pour les actes que son père a posés. C'est l'inverse. J'allais dire sur ce sujet, il y a peut-être une précision. Non. Le présumé assassin était constamment présenté en papa modèle par son... Parler dans votre sens. D'accord. Vous comprenez? Alors, il y a eu mort d'homme. Oui. Alors, c'est constant qu'il y a eu mort d'homme. Ne me forcez pas à qualifier. Qualifier alors selon votre... Allez-y. Alors, vous ne voulez pas me laisser expliquer pourquoi je le dis. Alors, je vous dis donc que tel que ça s'est passé, pour parler d'un assassinat, comme on me demande d'expliquer, vous êtes procureur, vous n'êtes pas procureur, vous donnez le temps ici. Vous n'êtes pas procureur. Nous sommes à nous sommes à l'audience. Vous ne pensez pas aller à votre sens, monsieur. Vous ne m'avez pas amené, vous ne m'avez pas amené dans votre sens. Si vous ne me laissez pas parler, vous allez me comprendre. On va aller calmement, on n'a pas dans l'émotion, mais allons dans votre sens. Alors, je veux dire simplement, pour ne pas rentrer dans le cas là, oui. je vais vous dire ceci. Rappelez, celui qui qualifie les faits, ce n'est pas vous. Non, c'est pas nous, mais j'explique donc. Vous êtes en train de qualifier les faits d'assassinat. C'est vous qui qualifiez. Lorsque je vais vous expliquer que lorsqu'il y a une altercation entre deux individus, oui, et que l'un va en courant chez lui prendre le couteau, il vient peut-être avec le mobile de vengeance. Et sur son chemin, il rencontre une autre personne qui n'était pas. C'est une autre affaire. Elle c'était sur le chemin. Il a entré dans la maison. Mais je voulais galvauder. Non, c'est vrai. Il faut qu'on s'entende sur les faits. Parce qu'il avait parlé Jean-Jacques, c'est pas vous qui tenez le programme. Non, comme il fait avoir la police de son émission. D'accord, mais quand il va m'arrêter, je vais aller droit pour vous dire ceci. On vous raconte qu'il y a eu une altercation dans un bar. Oui. Le monsieur est allé chez lui prendre le couteau, oui, et il s'est rendu au domicile de son adversaire. Oui. Alors, ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est que, voilà, et il a trouvé un enfant, oui, et il a porté le coup sur cet enfant qui a perdu la vie. Oui. C'est condamnable. Ce n'est pas bon, que ce soit moralement, que ce soit juridiquement, que ce soit socialement, que ce soit de façon coutumière, ce n'est pas bon. C'est constant. Mais maintenant, pour parler de meurtre ou d'assassinat tel qu'on dit là, il faut qu'on puisse prouver qu'il avait prémédité la mort de cet enfant. Il a préparé en sachant que l'enfant sera la cible. C'est ce que je voudrais ça devient quoi? Vous voulez crier le droit. Je voudrais maintenant le petit étant mort. Le petit est mort parce que oui. Sur le comportement de ce monsieur. Sur le comportement de ce monsieur. Puisque vous ne voulez pas. Parlez. Vous ne voulez pas que je parle à maintenant, sur le comportement de ce monsieur, lorsqu'on vous dit que ce n'est pas la première fois, est-ce que les faits tels que déroulés ne nous amènent pas à penser ou à s'interroger sur les rapports
entre les deux familles, avant ce jour, avant cette altercation, est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce que le monsieur n'avait pas envisagé poser un acte contre cette famille? Vous venez de le dire que... Alors, Finalement, Non, vous avez... Maintenant, vous venez... certains qui me coupent. Maintenant, pour ceux qui parlent des droits de l'homme, vous devez savoir que les droits de vous l'homme n'avez pas existent. encore vidé une affaire, vous passez à autre. Non, je vais pas, puisque vous ne voulez pas me laisser développer, vous voulez que suivre votre chemin. On dirait que vous avez créé un plateau dans lequel il faut soutenir un chemin. Et si quelqu'un n'a pas ce chemin, il ne doit pas parler. Non, le problème c'est qu'on ne voit pas bien votre... Nous sommes le 14 mai. Nous sommes le 14 mai. Un enfant a été tué le 10 mai. Et vous voulez faire la science ici sur le plateau. Quelle science? Vous voulez faire quelle science? Vous n'êtes même pas encore allé sur le terrain. On n'a même pas encore sollicité votre expertise. Est-ce que vous voulez déjà faire la science sur le plateau? Vous ne pouvez même pas expliquer. C'est que moi je n'ai même pas envie de dérouler la deuxième casquette. Parce que c'est important aujourd'hui. Mais me laisse pas. Non. On va vous laisser toute l'émission. Vous en parler. Mais on va être clair. On a un enfant qui a été tué dans des conditions difficiles. On veut comprendre comment on peut arriver à cela. Est-ce qu'il faut interroger l'homme, le présumé assassin, ou notre société qui est désormais, comme on l'a dit, déstructurée, qui a perdu le sens de la morale? C'est sur cela qu'on est. Nous, on n'a pas en train de faire une enquête pour qualifier les faits. On n'est pas les procureurs. Les responsabilités sont partagées. La sentence n'a même pas encore été prononcée. Mais quand vous parlez de social, les responsabilités sont partagées. Oui, entre la société. Oui, la société. Vous avez dit, on vous dit qu'il a un sobriquet au nom de Black. Et que tout le monde sait que habituellement il commet des forfaits et qu'il est récidiviste. Vous avez soutenu ça ici alors que vous n'avez pas son casier judiciaire à main. Vous voulez m'expliquer que non, la sentence n'a pas encore été prononcée. Quel magistrat vous a dit qu'il a été condamné pour ces faits? Parce que vous voulez faire la passion, vous voulez que je vous suive dans la cité les témoignages. Les témoignages, mais c'est pas des décisions de justice rendues. Pour dire que quelqu'un est récidiviste, il faut avoir des décisions rendues contre lui. Oui. C'est ce que je vais expliquer. Et en quoi dans la société? Alors maintenant, si vous la société est responsable. Vous annulez la même chose. Mais il y a moins de couper. Quand je dis que la société est responsable, c'est du fait que ceux qui vous disent aujourd'hui qu'ils avaient l'habitude de perpétrer ce genre d'actes ne vont jamais vous montrer une dénonciation faite à la police. C'est ce qui a été dit ici, qu'il faut dénoncer. Ça a été dit déjà ici. Voilà. Donc, il ne faut pas se lever. Aujourd'hui, là, nous sommes assis là. Si un de nous a un problème là, comme un reproche, vous verrez des gens qui sortiront, donner des versions, chacun va venir dire sa part. Nous demandons donc aux gens de prendre des responsabilités, de commencer à dénoncer avant que ça ne pourrisse. Il ne faut pas attendre que ça pourrisse pour commencer à venir expliquer le comportement des gens. Bon, maintenant, sur Alors, vous avez de la société, qui d'autre? Responsabilité partagée. Sur les droits de l'homme. Tout le monde a droit à la vie. Personne ne doit ôter la vie autrui, quelle que soit la raison, quelle que soit la cause, quel que soit le mobile. Mais lorsqu'un individu a commis un acte, un forfait, qu'on ne se substitue pas aux juridictions. Que le droit de l'homme là commence même par la protection des criminels. Ça fait mal d'entendre ça. C'est énervant. Non, c'est pas parce que les gens pensent qu'on va parler des droits de l'homme en disant que non, comme il a fait ça, comme j'entends les gens dire il fallait le lapider, il fallait le faire ici. Mais je vous dis que les droits de l'homme existent même effectivement pour ce genre de personnes. Oui, mais ne dites pas que ça commence par la protection du criminel. Non, ça existe pour ça prévoit la protection. Mais pas commencer par là. Le criminel. Vous savez pourquoi ça commence par là? Une fois qu'il est criminel, c'est autre chose. Il est comme tout le monde est homme. Mais là, on ajoute criminel. Les droits de l'homme protège d'abord les hommes. Les droits de l'homme, c'est effectivement parce que on sait qu'un être humain, dans la passion, peut vouloir agir en violant même le droit de celui qui a violé le droit de l'autre. Si la société est en paix, si personne ne commet rien, on va protéger les droits de qui? C'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui seront toujours en marge de la loi et que ça peut créer des passions comme ça crée là maintenant. On met une certaine barrière en demandant aux gens
de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique de ceux qui sont suspectés d'avoir commis des faits, des offenses contre la société. Voilà ce qu'on appelle la protection des droits de l'homme. Dans une société où il y a la paix, on ne vous parlera jamais des droits de l'homme. Mais dès qu'il y a déjà une offense sociale et qui attire et qui suscite des personnes telles que là maintenant, on ne parlera pas des droits de l'homme au sens de vouloir protéger les droits du suspect, du mis en cause. Alors les droits de l'homme évoqués ici, c'était notamment la protection de l'enfant, la protection de nos vies. S'il y a des gens qui sont comme des loups qui nous guettent pour sauter sur nous, il faut que la société puisse réagir très rapidement. Bonsoir le plateau, je suis Solange de Colbisson. La justice au Cameroun fait honte. Cette affaire en ce moment est à la une. Puis nous allons passer aux oubliettes. La preuve, où en est-on avec les autres affaires telles que Martinez Ogo et autres Abimté qui interrogent justement l'action de la justice qui relève justement de la protection. Bonsoir Jean-Jacques, très belle émission avec des thèmes alléchants. Juste que ce débat devient inaudible. Vivement que les panélistes soient un peu plus disciplinés. Armand Amayadi depuis Ngaoundal, on va faire l'effort justement de discipliner le plateau, que chacun prenne la parole lorsque c'est son tour. Bonsoir Monsieur Zé. Que Monsieur Essomba soit poli en écoutant les autres. Il n'est pas gentil en nous empêchant de suivre les autres dans un plateau. Voilà, d'accord. Un invité est juriste et il a le droit d'argumenter dans le sens qu'il maîtrise Franck de Bokito. C'est pour ça que Dieu n'a dit que lui ne vous dévoile pas sa deuxième casquette, qui est juriste. Voilà, moi je dévoile. Bonsoir Jean-José, mon très grand journaliste. S'il peut éviter d'inviter sur le plateau actuellement des gens comme ce monsieur qui cherche à énerver plus les gens là. Ce monsieur, franchement, bon, c'est un peu dur ça. Tout le monde entier est sidéré par ce crime. Et voilà un monsieur qui balbutie sur votre plateau et envenime la colère. Peut-être qu'on devait faire ce que Moubarak a demandé. Permettons aux gens de faire le deuil. D'abord, de partager la douleur. Bonsoir le panel, bonne émission. J'ai une question pour monsieur l'expert criminel. Si l'enfant assassiné avait été le sien. Nous vivons cette émotion-là. Qu'elle doit vivre cette émotion avec nous. Elle ne peut pas continuer, et elle a fini par comprendre, elle a annulé des concerts, elle a annulé un certain nombre de choses. Elle ne peut pas continuer. Elle a reporté. Bon, c'est différent d'annuler. C'est déjà quand même... Elle a dit que le temps de faire le deuil, elle reporte. Peut-être que la sagesse va l'appliquer pour qu'elle annule davantage, qu'elle soit davantage crue. Mais nous souhaitons qu'elle comprenne que nous sommes en deuil. Et que parce que nous sommes en deuil, ça n'a rien à voir avec le droit. Mais nous sommes là en train de parler de bon sens, en train de parler de sociabilité. Qu'elle comprenne que parce que nous sommes en deuil, que sa figure est une figure nationale qui ne s'appartient plus. Et qu'elle-même, l'idole, elle a mené un certain nombre d'activités en relation avec les droits de l'homme. Stop Injustice, Paix, droits de l'homme et tout ça. J'ai vu des activités qu'elle a fait. Elle a même toute une chanson dans laquelle elle sensibilise à ne pas battre les femmes. Ne pas battre. Donc, quand tu es en train d'agir dans ce genre de segment d'activité-là, il faudrait qu'elle puisse trouver le temps de se recueillir minimalement et faire le deuil avec les Camerounais. Quand elle aura fait le deuil avec les Camerounais, elle pourra retrouver la solidarité des Camerounais. Ce n'est que normal. Si ton frère gagne, supposons, quand Nganou a gagné son UFC, son petit frère est devenu une star. Mais si Nganou aussi fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est la conséquence logique. C'est-à-dire que quand tu es déjà une vedette, quand tu ne t'appartiens plus, ta famille est quelque part conséquente de tes bonheurs et de tes malheurs. C'est-à-dire que c'est assez logique. Donc il faut qu'elle apprenne à comprendre que papa a dégamé et que, bon, même si elle n'y est pas directement concernée, mais qu'elle se mette dans la solidarité nationale et accompagne la famille du petit Matisse à digérer cette affaire-là, condamne effectivement son père. Bon, parce qu'on n'est pas en train de douter de s'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Il y a au moins une certaine matérialité là qui dit qu'il est allé prendre le couteau chez lui, a affairé de quoi à l'enfant. Donc il y a... C'est ce qu'un téléspectateur nous rappelle, qu'il faut dire à l'expert criminel qu'il a oublié que Blake est parti de chez lui pour aller tuer 3 enfants. 3 enfants. Oui. Et les 2 autres se sont dérobés. Oui. Donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'il ait fait. Il y a des preuves matérielles. Sur la base de cela au moins, elle doit le condamner publiquement. Bien sûr c'est papa, mais il a mal fait. Et elle doit accompagner les Camerounais dans le deuil d'abord actuellement là. Peut-être qu'elle pourra reprendre cette activité d'artiste, c'est que nous lui souhaitons. Et que ça prenne l'envol que ça avait déjà pris jusqu'à présent. Mais qu'elle fasse stop, qu'elle fasse la pause qu'il faut faire pour nous permettre de digérer le petit Matisse qui ne demandait qu'à vivre.
Il y a d'autres. Bonsoir, Monsieur Zé. L'idole bashing, je ne suis pas sûr qu'on est dans le cas de l'idole bashing, ne nous sert à rien. Aucun enfant ne devrait juger son père. Concentrons-nous sur le criminel, même si c'est la fille juridiquement et socialement, elle n'est pas responsable des actes de son père. Tout ça, c'est de la distraction. Je crois que l'explication, le message est venu avant l'explication. Peut-être que à partir de cette explication, on comprend un peu comment, d'une façon ou d'une autre, on est lié à nos parents. Nos proches, quand on dit parents, ce n'est pas seulement nos géniteurs, même nos enfants et autres. Oui, Émile. Au-delà de tout ce qui a été dit, je crois que ne faisons pas semblant de nous ignorer. Oui, la responsabilité pénale est individuelle. Mais là, nous sommes dans des sociétés de cultures différentes, où nous sommes suffisamment enracinés dans nos cultures. Là, c'est une autorité traditionnelle qui vous parle. Lorsque, parce qu'il s'agit d'un assassinat avec préméditation, le sang est versé, tel qu'il a été versé, l'opprobre est jeté dans toute la famille. Il va falloir faire des rites de purification. Personne ne peut le démentir ici. Et la réputation de cet artiste est suffisamment entamée. Est-elle née dans une famille de criminels, comme je disais tout à l'heure, où les... Qui est seul habilité à qualifier les faits. Non, il n'y a pas une autorité. Voilà, vous voulez un autre débat. Moi, je ne veux plus revenir. Je ne veux pas revenir. Il n'y a pas qui une qualifie autorité. les faits? Vous voulez dans un autre débat? Non, juste une réponse. Juste une réponse. Qui qualifie les faits? Oui. La qualification des faits dépend de l'étape de la procédure. Oui. L'officier, le police judiciaire qualifie les faits. Il y a une le autorité. procureur de la République. Non, vous n'avez pas dit une autorité. Allons-y. Le procureur de la République, le juge d'instruction, oui. la juridiction de jugement. Oui. Vous voulez dire pas nous ici sur le plateau? Pas nous ici sur le plateau. Mais chaque juriste utilise aussi des expressions en fonction des faits qui tournent autour de l'affaire. Moi, je n'utilise pas l'expression assassinat là où je dois utiliser l'expression homicide. Vous comprenez? Tout le monde sait. Vous savez que même lorsque l'officier qualifie les faits, ça ne s'arrête pas là. Vous voulez me tirer? Non, je veux pas. Non, je veux pas. Non, ne coupez pas. S'il vous plaît. Non, je veux non, je veux savoir. Laissez-moi aller. Voilà, parce qu'il y a même un système d'escalier. L'officier fait son enquête, il va avec sa qualification qu'il croit avoir retenue, mais il y a une qualification qui est retenue en dernier ressort et on sait qu'elle est là-bas. Lorsque dans l'affaire au Caucase, là vous m'avez invité, les gens parlaient de tentative d'assassinat et tout. Qu'est-ce que je vous avais dit? Bon, dernier propos ici, je vous avais dit, nous allons nous tenir au fait tel que qualifié finalement par le juge. Voilà. Ce que je vous avais dit. Pour savoir, pour vous dire qu'au niveau de la qualification des faits, et moi, devant une situation, je ne suis pas obligé d'utiliser l'expression que tout le monde utilise. Moi, je vais aller parler ça sera long. Je vais aller parler. Non, je vais ouvrir la question. Oui. J'ai une chance d'être avec vous. D'accord, pour aider. Je vais aller au quartier raconter à ma mère. Comme les gens nous écoutent. Comme les gens nous écoutent donc. Oui. Pour parler d'un assassinat. Ça, ce qui est arrivé là, est une infraction de circonstance. Ah bon? Vous comprenez? Pour parler d'un assassinat, tel que raconté là, pour parler d'un assassinat, il faut que nous ne savons pas ce qui s'est passé auparavant. Nous ne savons pas comment il a préparé. C'est ça que je vous dis que ce sera un débat. Des juristes qui m'écoutent me comprennent très bien. Alors, si j'enlève le titre assassinat du petit Mathis là, vous me proposez de mettre quoi? Si vous m'avez demandé au début. Non, la réaction peut changer. Je ne vais pas vous demander de mettre homicide. Mais alors, on a donc évolué en quoi? Simplement. Non, parce qu'il y a différence de l'homicide. Oui. L'homicide est spontané, l'assassinat. L'homicide consiste à ôter autrui la vie. L'assassinat consiste à ôter autrui la vie avec des préparatifs. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que celui qui part chez va chercher le couteau. Donc, avec les maisons. Préparation. Voilà, c'est une préparation, n'est-ce pas? Mais est-ce que la cible était vide? Vous avez la preuve qu'en allant là-bas, c'était avec l'intention d'aller tuer, de trouver le petit, de tuer. Il avait gorgé le poulet. Il pouvait trouver je vais reprendre la question. Est-ce que vous avez la preuve qui partait chercher le couteau pour l'enfant? Là, vous prenez une position à j'explique le concept d'assassinat. Jean-Jacques. Pour parler
parlé d'assassinat. L'enfant a dit. Vous avez parlé, on va pas interrompre, monsieur. Tonton Blake, ne me tue pas. Papa arrive. Vous êtes là. Cette phrase de... Je sais pas de loi. Je posais la question à l'expert. Je repense simplement, Jean-Jacques. Je repense simplement. Pour assassiner quelqu'un, il faut le connaître. D'abord, vraiment. Il faut le connaître. C'est mieux le garder mort. Il y a mort. Voilà, c'est ce que je veux qu'on garde. Son meilleur ami, il paraît même que c'est son complice des choses compliquées. Mais tu n'as pas. Mais il y a mort. Non, ne suffit pas d'avoir mort d'homme pour parler d'assassinat. C'est ce que vous comprenez. C'est qu'il reste au centre de mort d'homme. Oui, mais ça, non, gardons un homicide involontaire, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas un homicide involontaire. Non, je peux. Non, prenons pas le cas. Voilà, c'est vous qui vous éloignez. Vous ne savez pas la différence entre vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas là-bas. Non, je ne suis pas avocat, monsieur. Je ne suis pas téléspectateur. Ce qu'on a envie de savoir, vous dites que ce n'est pas un assassinat, n'est-ce pas? Parce que nous, on ne connaît pas la différence. Voilà, effectivement. Et meurtre. Nous, on retient donc mort tragique de Matisse. Qu'est-ce qu'on fait donc maintenant? Ce qu'on fait, c'est que l'auteur doit répondre de ses responsabilités. L'auteur de quoi? L'auteur de ce meurtre. Et je reste sur ma position. Je n'utilise pas l'expression assassinat. Non, c'est un meurtre. Pour moi, c'est un meurtre. Alors maintenant, ce que je vais dire, Jean-Jacques, c'est que... Est-ce que moi j'ai compris? Ce que je vais dire... Non, vous les gens ne comprennent pas. Non, sinon ça... Il y a des gens qui nous... Non, je ne suis pas là pour vous. Il y a des gens qui nous comprennent. Bon, il y a des magistrats devant la télé, il y a des avocats, il y a des gens nous comprennent. Non, la société, tout le monde nous comprend. Dites-nous alors, mec. Ce que je veux dire... Ce que je veux dire... Mec, gentiment. La différence en 2 ou 3 mots entre meurtre et assassinat. Voilà, la différence entre le meurtre et l'assassinat, c'est que les deux ont un truc en commun. C'est quand on t'a retrouvé la vie. Oui. Voilà ce que les deux ont. En parlant de commun, les deux ont quelque chose en commun. En commun, on dit différence. On dit différence. Et même ici. Quand vous parlez, vous n'avez même pas vous écoutez, c'est pas là que écoutez, c'est ce que je veux dire. N'est-ce pas? C'est pas le fait d'ôter la vie autrui qui détermine que c'est un meurtre. Vous comprenez? Ôter la vie autrui a plusieurs qualifications. Alors pour dire que c'est un meurtre, il faut déterminer. Sachant qu'il avait laissé son adversaire au bar, il a débarqué dans le salon avec l'intention de tuer. Les aînés de Matisse peuvent en témoigner, à moins que vous croyez qu'il comptait juste déchirer les canapés de la maison. Et les enfants le connaissaient, d'où le cri de Matisse. Tonton Blake, ne me tue pas, papa arrive. Donc l'enfant a même senti que quelqu'un venait pour le tuer. Non, si je voulais réagir là, vous aurez dit, mais quand il réagit, vous ne réagissez pas. Avec le respect que l'audience a pour vous. Il y a une différence entre l'assassinat et le meurtre. Ce monsieur en costume bleu et bretelles est tout simplement fatigant. Voilà, je suis en train de lire. Permettez qu'on aille jusqu'au bout. Bonsoir. Je demande bien si votre criminologue là n'est pas le même criminel. Les motifs et les motivations du père d'idole ne comptent pas. Il a posé l'acte et doit subir la peine de sentence parce qu'une telle froideur de tuer un innocent de 6 ans qui ne t'a rien fait être le pire des crimes. Et je pense aussi à la thèse de la folie ou de crimes rituels. Parce qu'un papa ne pouvait jamais faire cela à un enfant, même à celui de son ennemi. Docteur Lebon qui envoie ce message-là aussi. Merci pour cette émission. Vraiment, laissons les histoires de notre criminologue. Ce n'est pas à la télé qu'on vient pour prouver qu'on connaît ou pas. Du coup, ça devient une distraction. Vous venez confirmer. Nous devons être tous d'accord sur un plateau de télé. À ce stade, qualifié d'acte d'assassinat est plausible. Vous appelez même quoi là-bas? On essaie la télé traditionnelle. S'il vous plaît, écoutez, au village. Mettons une vingtaine. À ce stade, qualifié l'acte d'assassinat est plausible, mais pas certain. Quand vous parlez de rituel traditionnel, est-ce que nous sommes au village, monsieur? Yaoundé est un village. Vous pensez que vous allez laisser votre village? Nous ne sommes pas sur un plateau. Nous sommes sur un plateau. Permettez qu'on avance. Permettez qu'on avance. Vous savez que les affaires même de sorcellerie, vous allez au tribunal, non? Qu'on en parle là-bas.
Oui, mais qu'il ne me dise pas qu'on à ce stade, qualifier l'acte d'assassinat est plausible, mais pas certain, car cela dépend de la preuve, de la préméditation et de l'interprétation des faits par le tribunal. Les éléments disponibles, tout le monde a dit ça. Sauf que la conclusion, les éléments disponibles, utilisation d'un couteau, retour à domicile, victime vulnérable, penche vers une qualification d'assassinat en raison des circonstances aggravantes et du possible caractère délibéré. Cependant, l'ébriété et l'absence revendiquée des souvenirs pourrait compliquer cette qualification, potentiellement ramenant l'acte à un meurtre. Seule l'enquête judiciaire et le procès en examinant les témoignages, les preuves matérielles et l'état mental de l'accusé permettront de trancher, parce qu'il se dit également que il n'avoir plus de souvenirs, c'est pas ce qui s'est passé, donc on pourrait convoquer quelques circonstances dans cette affaire. S'il vous plaît, soyez lucide. L'expert criminel est un technicien. C'est vrai que ce qu'il dit semble absurde, mais il faut comprendre que dans la technicité des choses en criminologie, il y a une différence entre tout ça. Meurtre, assassinat, crime, homicide, etc. C'est pas pareil. C'est un domaine technique. Tant que la justice n'a pas parlé, on ne saura pas le motif. Mais maintenant, alors nous ici, on parle des choses de la société, on parle de la sensibilité des parents, des enfants, des hommes, etc. Donc ici, on n'a pas besoin de philosophie. Blake, le père de l'idole, a tué un enfant innocent. Il a tué. Et ça, c'est ce qu'on voit. C'est que l'enfant est mort. L'enseignant de Kama dit vraiment que qualifié ou pas qualifié, là maintenant, c'est que l'enfant est mort. Il faut bien qu'on reste là-dedans. Alors, dictionnaire, quelle page? On a envoyé une page du dictionnaire pour définir assassinat et autres là. Voilà, tout ça est mis en contribution. Jean-Jacques Zé, lorsque l'homicide volontaire n'a pas été prémédité, il s'agit d'un meurtre. L'homicide volontaire, lorsqu'il est prémédité, il s'agit d'un assassinat. Dans notre cas, c'est un assassinat. Docteur Fabio Tama, qui conclut, lui ne veut même pas attendre ce que vous voulez nous amener loin. D'abord sur le plateau, s'il vous plaît, Jean-Jacques, il faut discipliner votre plateau, on essaye. Vraiment, le monsieur en veste bleue là veut même quoi? Il veut même quoi? Deux fois. Il nous provoque. Alors, c'est un assassinat. Dites bonsoir à M. Essomba de la part de son ami Abesolo Christian. C'est un assassinat. Il n'y a aucun débat sur cette qualification. C'est un magistrat Abesolo Christian. Toutes les circonstances montrent le caractère prémédité de son acte. Bon, oui, c'est un magistrat. C'est un magistrat. D'accord, on voit qu'on commence à évoluer, le débat est arrivé. Ce monsieur n'est vraiment, moi particulièrement. Ce monsieur n'est vraiment pas normal. Un des meilleurs criminologues lui arrive pour qu'il ne ressente que ce qui s'est fait. Ce monsieur n'est vraiment pas normal. Leslie et Bango depuis Van qui envoie également son message. Là, bonsoir le plateau. Je vous rappelle que la chanson de l'idole concernant les maltraitances aux femmes vient du fait que son père battait à mort sa mère devant elle. Armel, leur voisin. C'est Armel, leur voisin pendant 10 ans qui nous fait cette révélation-là. Que votre expert nous donne sa version dans le cas où ce serait son propre enfant, Ndongo, depuis Ebolova. Si c'était votre enfant, vous avez qualifié l'affaire là comment? Bonsoir, je vous rappelle, oui, on a déjà lu ce message-là. Bonsoir, monsieur Zé. Je pense que le monsieur qui parle trop là ne mérite pas d'être sur votre plateau. Non, c'est expert. Il ne connaît pas le droit. Je suis Père Joseph. Je suppose que si vous êtes Père Joseph, ça doit être un prêtre. Alors, bonsoir Jean-Jacques. Et à votre riche panel de ce soir, tout part du fait que chez nous, quand une star commet un crime, au lieu d'adresser des condoléances et le bon courage à la victime, on le fait envers la star. Question d'arracher quelques faveurs concernant le meurtre du petit Matisse. Les gens veulent refuser qu'on y mêle sa fille, l'idole, alors qu'ils lui ont adressé des souhaits de beaucoup de courage. Et si la violence était génétique, je crois que l'idole et tous ses frères et sœurs porteraient ces mauvais gènes. Et donc, il devrait être purifié. Voilà. Blaise Tara depuis Ayos qui envoie donc ce message-là. Nous, on va être attentifs à la suite de cette affaire sur le plan judiciaire et autres, mais il y a des aspects sociaux qu'il ne faut pas négliger. J'allais dire les aspects traditionnels. Mystique. Bon, ce juriste, non, je ne veux pas lire ça. Le panel me doit lire l'article 276 du code pénal. Il fallait nous aider là-dessus avec un extrait. Article 276 du code pénal. On verra avant la fin de l'émission. Je peux le citer, si vous voulez. Ah bon, vous pouvez nous aider? Oui, allez-y. Parle d'homicide et de meurtre.
celui qui porte atteinte à la vie d'autrui avec préméditation, assassinat. C'est tout un chapitre. Ce chapitre parle des atteintes à la vie d'autrui. Et il y a l'infraction homicide, assassinat, meurtre. Et la différence se trouve même au niveau de la peine. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de ôter la vie à quelqu'un pour dire qu'on l'a assassiné. Quand il y a une situation pareille, ça fait mal de voir les circonstances dans lesquelles quelqu'un allait prendre le couteau, courir dans la maison, aller. Si c'était mon enfant, comme certaines personnes disent, peut-être que je l'aurais cherché pour lui régler ses comptes. Je n'encourage pas les gens à le faire. Mais je reste quand même dans une position d'un homme, d'un juriste, d'un technicien de droit, que quand il veut utiliser une expression, qu'il sache à quoi renvoie l'expression qu'il utilise. D'accord. Donc quand je dis, je vais faire la différence entre le meurtre et l'assassinat, ce n'est pas pour défendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour défendre une cause, ou même pour dire, ou même pour soutenir le suspect. Nous avons compris tout ça. Alors je refuse donc... Imaginez que la mère de Mathis soit en train de nous écouter en ce moment. Je refuse donc... non, c'est ce que j'appelle encore la passion. Jean-Jacques, c'est... Ne perdons pas la raison pour laquelle vous invitez les gens. Vous avez invité les gens pour que chacun apporte son expertise dans le domaine dans lequel il est. Votre expertise se situe à un niveau. Et on est tous d'accord qu'en l'état actuel des faits, chacun peut avoir son regard. Maintenant, il va falloir vérifier s'il y a eu préméditation ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que petit Mathis a été tué. Voilà, je ne dis même pas qu'il ne manque pas de... Parce que les gens ne me comprennent pas. Je ne dis même pas que assassin qui est identifié, qui doit être exploité par la justice, mais qu'il ne faut pas négliger ce qui se dit autour de ce monsieur, de sa famille et de l'environnement, pour qu'on n'arrive plus à cette affaire-là. Maintenant, vous allez défendre, les avocats vont se mettre au travail, chacun va faire son travail et on verra la fin, ce qui sera retenu. Pour me conclure 20 secondes, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu préparatif, il n'y a pas eu préméditation avant d'arriver. Je suis en train de dire que je ne me fie pas. Je ne peux pas me tenir à qualifier cette infraction de crime sur la base des racontages des réseaux sociaux, parce que tout ce qui n'était pas là. Alors, on a vu à la télé, non, pour qu'on soit clair. On a vu les reportages à la télé, nos équipes y étaient, toutes les chaînes de télévision étaient sur le terrain, les gens ont témoigné à visage découvert, ça cesse d'être des racontages des réseaux sociaux. Je suis d'accord, mais je dis donc que c'est constant qu'une vie a été ôtée. C'est constant qu'il a utilisé une arme. D'accord? Mais je vous dis, je refuse de prendre sur moi d'appeler ça assassinat. D'accord, on a parce compris. Que je n'ai pas des éléments. D'accord, on a compris. On a compris. Nous, on a maintenu assassinat. Vraiment, lorsque la qualification finale sera connue, on va enlever assassinat. On mettra ce qui est là. Non, on retient que le petit Mathis a été lâchement assassiné, incroyablement, à l'aide d'un poignard découpé par un adulte, un enfant qui ne demandait qu'à vivre et qui regardait ses dessins animés à la télé comme tout enfant de cet âge-là. C'est ce qu'on a évoqué aujourd'hui. On voulait aller au-delà de l'émotion. On y est allé parce qu'on a évoqué les aspects de droit. Très rapidement, on parle un peu de politique. On le voit, des candidats sont enregistrés tous les jours, quotidiens, des nouveaux visages, des portraits, des trajectoires, les unes aussi différentes que les autres. Mais tout le monde veut aller s'asseoir au palais à Etoudi. Il y a donc certains qui commencent à penser qu'on est en train de vivre une véritable banalisation de la fonction présidentielle. On peut sortir aujourd'hui, peut-être parce que la loi le permet, et tout le monde est finalement candidat. Est-ce que ce n'est pas à tort que cela évoque le fait de banalisation de la présidentielle? Jean-Jacques, merci. Je crois que la fonction de président de la République est une institution sacrée. Une institution sacrée, et si nous rendons compte aujourd'hui, parfois, nous sommes au mois de mai, peut-être rendu à 5 mois de l'échéance électorale, en attendant la convocation du corps électoral. Nous avons déjà plusieurs personnes qui se sont faites annoncer comme candidats. À un moment donné, c'est comme si peut-être le fait de s'annoncer, de se dire président, on pourrait croire que c'est le président d'une association de quartier. Et c'est ça que nous pouvons prendre dans le sens de banalisation de la fonction présidentielle. Parce qu'en réalité, ce n'est pas
à 2 mois, 3 mois, on doit voir des personnes avec un programme, des personnes qui développent une certaine logique, des personnes, pas parce qu'on a dit élection et que quelqu'un va sortir dans un labyrinthe, dans un trou, ou bien dans un cachot, on ne sait où. La fonction présidentielle reste une institution sacrée. Et par rapport à ça, ça doit être préparé, ça doit être travaillé. Et ce que nous assistons aujourd'hui, peut-être, c'est une mise en scène. Une mise en scène que les gens font pour peut-être à l'arrivée des coalitions, parce qu'on se dit qu'on peut être écouté, on peut être ici, mais en réalité, on doit travailler la fonction présidentielle. Il y en a qui arrivent de façon spontanée, Moubarak, à cette affaire-là. Ils naissent tous les jours, ces candidats-là. Est-ce que ça veut dire que le fauteuil de Tchoudi est à la portée de main et que tout le monde peut s'y lancer, tout le monde peut aller à l'aventure? Bon, je pense que nous, il y a même ce week-end, si vous aviez lu le président du mouvement de franquisme, M. Raïm Noumou, il a publié un billet dessus où il indiquait déjà cette forte banalisation-là de la fonction présidentielle en raison de la multiplication des candidatures. Bon, il y a des acteurs qui s'évertuent à mobiliser une forme de liberté d'expression pour justifier le fait que, bon, ce n'est que des déclarations et que chacun est libre de le déclarer. Mais je pense que il faut minimalement poser la sacralité de la fonction présidentielle. C'est un principe. Ne doit pas aspirer à être président de la République qui veut, mais ça doit être une catégorie de personnes qui, en raison du vécu, en raison du background qu'ils ont, en raison du passif qu'ils ont, peuvent se dire investis d'une certaine légitimité de diriger les autres. Mais ce que nous voyons, c'est des personnes qui n'ont pas encore montré grand-chose jusqu'à présent. Ou alors la seule grande chose qu'ils ont montré, c'est de dire que je veux être président de la République. C'est-à-dire que quand j'analyse toutes les candidatures qui ont déjà été annoncées, si j'enlève le fait que le chef de l'État, sa candidature est un acquis, et que j'enlève peut-être 3 ou 4 personnes là-dedans, le reste que je vois... Vous enlevez qui, par exemple? Vous enlevez qui? Bon, d'être là. Vous enlevez Joshua aussi, parce que c'est un élu, il a un vécu. Oui, je peux l'enlever. Je peux enlever le maître Akeremouna, j'enlève le professeur Kamto, le professeur Baïbek, en raison de leur... Le Baïbek a un vécu? Bon, au moins dans son domaine scientifique, ouais, d'accord. Il a un niveau. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de se fabriquer. Mais il y a d'autres personnes qui apprennent encore même, c'est-à-dire qui ont un statut de doctorat ou bref, qui ont... On en a vu sur le plateau qui ne maîtrisent même pas le code pénal, voilà, la condition de l'éligibilité. Il y en a des personnes qui sont encore en train de se chercher, qui te disent qu'ils veulent être président. La seule chose qu'ils ont pu faire dans leur vie de grand jusqu'à présent, c'est de mobiliser des populations, c'est de mobiliser une dynamique autour de la conquête du pouvoir présidentiel. Quand on regarde ce qu'ils ont fait eux-mêmes pour leur propre vie, on ne voit pas cette méritocratie-là, on ne voit pas cette excellence-là qui le place à un seuil où il pense qu'il est légitime de diriger les autres. Quand je cite Baïbek, c'est parce que dans la médecine, il est au sommet. Le professeur Kamto, dans le droit international, il est au sommet. Le bariste Akeremouna a quand même déjà atteint un certain niveau avec les droits de l'homme, qu'on peut le reconnaître, une certaine légitimité. Il y va de même pour l'honorable Joshi et peut-être pour une ou deux autres personnes. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Et ce n'est pas malheureusement une réalité qui a commencé aujourd'hui. Souvenez-vous que en 2004 déjà, on avait 16 candidats à l'élection présidentielle. Il y avait beaucoup de déclarés. En 2011, et c'est là où le fameux article 121 alinéa 2 a été inspiré, en 2011, il y avait plus d'une cinquantaine de déclarations de candidature. Et à l'arrivée, on a eu 23 candidats à l'élection présidentielle. La Cour suprême avait décalé des autres. On a eu 23 candidats. Et les résultats ont été tels que 18 sur ces 23 avaient moins de 0,9%. Ça veut dire qu'il y avait quasiment des aventuriers qui n'avaient aucun ancrage politique. Certains avaient 0,0012% à l'élection présidentielle. Seul 5 avaient pu traverser le seuil d'1%. Donc, ça dit quand même qu'il y a une certaine habitude, je dirais même un habitus à penser qu'on peut spontanément devenir président. C'est-à-dire à ne pouvoir rien montrer de grand et penser que malgré qu'on n'a rien montré de grand, peut-être parce qu'on a écrit un livre,
Alors aussi peut-être parce que les médias nous ont donné une certaine visibilité, on peut parler, on peut vendre un certain projet. À partir de cette mobilisation-là, on peut penser qu'on va devenir président. Il y en a parmi eux que s'il n'y avait pas les nouveaux médias sociaux, s'il n'y avait pas les plateaux du dimanche, personne ne les connaîtrait parce qu'ils n'ont rien fait. On nous a dit qu'il faut arrêter de recevoir ces gens-là. Personne On va envoyer carrément un message dur là-dessus. Personne ne les connaîtrait. On va faire comment? Moi, j'ai l'impression, je n'ai pas envie de penser que l'article 121 alinéa 2 du code électoral qui est venu mettre un petit blocus n'est pas suffisamment rigoureux. Au niveau des 300 signatures? Non, c'est-à-dire au niveau du fait qu'il faut minimalement gagner une élection et aussi au niveau des signatures, j'ai l'impression qu'il faudra, et même la caution qui est montée à 30 millions, c'était pas 30 millions avant, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être encore monter d'un petit cran pour durcir les conditions. Davantage dissuader tous les aventuriers. Émile Messi, est-ce qu'il faut forcément un vécu, une trajectoire, une préparation traçable pour postuler à un fauteuil présidentiel? Je crois que je vais rester dans le prolongement de son développement. C'est-à-dire qu'il faut bien marquer une différence entre ces candidatures déclarées dans les médias et qui peut être candidat. Donc, les gens sont libres de déclarer qu'ils seront candidats à la prochaine élection présidentielle. Pour la plupart du temps, c'est ça. Et on a tendance donc à banaliser la fonction présidentielle, qui elle-même est sacrée comme on l'a développé ici. Je pense que c'est nous qui mettons donc un intérêt à ces agitateurs, à ces candidatures déclarées. Or, comme il a dit, la candidature à la fonction présidentielle est sévèrement encadrée aujourd'hui à partir du code électoral de 2012. Parce qu'avant, comme il a bien dit, la caution était à 5 millions. Et il n'y avait aucune condition d'avoir un représentant ou un élu. Donc il suffisait d'avoir une formation politique avec les 5 millions. Encore que beaucoup même allaient aux élections, sachant que comme on va financer la campagne, ils allaient récupérer les fonds de financement. Jusqu'au moment dont, en 2011, on a vu tout ce qu'il a décrit ici, et que le code électoral est venu donc resserrer un peu les choses, notamment la caution qui allait à 30 millions. Et en plus, pour ces partis politiques, il fallait avoir au moins un élu. Vous voyez? Et lorsqu'on voit donc ces candidatures déclarées aujourd'hui, on se pose bien des questions. Est-ce que ce n'est pas l'amusement de la galerie comme ça? Est-ce qu'on peut vraiment parler de candidats au sens vraiment de notre loi? Donc c'est ça qui fait donc que l'agitation n'a rien à voir avec ce qui est prévu. Or, les vrais candidats même ne font pas suffisamment de bruit. Il a parlé de aussi, dont la candidature ne souffre d'aucun doute. Les Ndamjoya, ceux qui ont des élus des partis politiques et tout et tout. Bon, Maurice Kamto, le MRC, ils sont encore en difficulté pour n'avoir pas participé aux élections de 2020. On sait déjà. Donc ça me rappelle tout simplement un frère et un très grand ami comme ça, Dobindi. Vous vous rappelez au congrès de 2011, où il a déclaré sa candidature pour être président national du RDPC. Et il a aussi fait le tour des médias. Il disait qu'il est candidat pour essayer d'accompagner, que le chef d'État soit vraiment un chef d'État et que lui prenne l'appareil politique. Je vous assure que le jour du congrès, il n'a même pas accédé à la salle, parce qu'il n'était pas membre du congrès. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc pour dire que beaucoup essaient donc d'animer, de se faire voir et tout et tout et tout. Et ça donne donc l'impression que être candidat au Cameroun n'a plus de sens. Et pourtant, la loi est stricte, la loi est claire. On nous a sorti une liste de, je crois, 18 partis qui peuvent investir. La condition de candidature indépendante, on sait qu'elle est rigoureuse. Avoir 300 signatures, 30 par région, ce n'est pas donné. Donc je crois qu'on devrait faire la différence entre l'agitation politique qui est faite autour de la candidature à la présidence et les vrais candidats qui remplissent les conditions. Donc je pense que ceux qui suivent l'actualité politique devraient d'abord se poser des questions, que quand quelqu'un vient vous dire qu'il sera candidat, est-ce qu'il est d'abord, il remplit les conditions, avant même d'aller questionner le projet de société qu'il présente, avant d'aller questionner la posture et tout ce qu'on peut bien dire, est-ce qu'il remplit les conditions d'être candidat? Moi je crois que c'est des préalables pour moi.
Alors, Timothée, face à cette situation, on le voit bien, les intentions de candidature, les candidatures déclarées entre guillemets, même si ce n'est pas la terminologie. Ou les législatives. Donc il y a cette lumière pour avoir une visibilité qui irradie donc tous les annonceurs. L'approche de la présidentielle, c'est une vitrine. Oui, c'est une grande vitrine. Son projet. Oui, avec un projet qu'on ne vous avoue pas toujours. Donc, et je me dis qu'il ne faudrait pas interdire cela. Il faudrait plutôt aller dans la mouvance du chef de l'État qui a voulu que nous soyons dans une démocratie où les gens peuvent s'exprimer sans avoir à craindre de ce qui va leur arriver s'ils s'expriment. Je ne pense pas que vous, les médias, vous devez leur fermer la porte. Non. Personne ne doit plus aller au maquis pour exprimer ses idées et autres. Laissons les gens s'exprimer. Mais la vérité juridique, et là, l'expert criminel va peut-être nous en dire plus, la vérité juridique est claire. C'est que dès qu'il faudra donc déclarer les candidatures, parce qu'en réalité, et vous avez bien fait de parler d'intention de candidature, l'acte de déclaration, c'est le fait de déposer le dossier à Elecam. Quand il faudra donc déposer les dossiers à Elecam, le tamis va s'opérer tranquillement. L'écrémage sera sévère et on ne pourra pas aller au-delà des 18 parties que Elecam et les institutions publiques éliminantes ont déjà mis dans l'opinion. Parce que c'était un dessein. On vous disait déjà, si quelqu'un n'est pas dans ces taxes, sachez que c'est un tribun. C'est quelqu'un qui va venir exploiter la tribune que la présidentielle nous offre pour soit nous distraire, pour soit nous divertir, pour soit même lui-même devenir quelqu'un dans le quartier, parce qu'il y a des gens là que même dans le quartier, on ne connaît pas, mais grâce à la période présidentielle, ils deviennent populaires et ils peuvent enfin lancer leur barre en disant, mais j'étais candidat à la présidentielle. Le barre du type qui était candidat. Le barre du type qui était candidat. Donc c'est la vitalité même. Oui, c'est la vitalité même de notre démocratie. Oui, maître, est-ce qu'on a raison de craindre ou de redouter cette banalisation de la candidature à la fonction présidentielle? En fait, dans ce sujet, je vais suivre les derniers propos de mon prédécesseur pour dire que ce genre d'événement crée toujours des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, veulent exister. Dans certains pays... C'est un espace concret. Oui, dans certains pays, comme aux États-Unis par exemple, pour ne pas le citer, il arrive parfois que des gens fantasment même sur l'assassinat d'un candidat à la présidence, afin que son nom reste dans l'histoire. Alors, en Afrique, au Cameroun, certaines personnes veulent aussi que leur nom reste dans la liste des gens qui ont challengé une grande tête comme le président de la République. Et dans cette déclaration de candidature, certains se font même déjà appeler excellence au quartier parce que pour avoir déclaré. Bon, maintenant, ce que moi j'aurais pu proposer si j'avais été, s'il m'arrivait d'être consulté sur les conditions à remplir pour être candidat à une élection présidentielle, je dirais que la condition financière n'est même pas un obstacle. Parce que les gens, ce n'est même pas dissuasif. Des gens, même dans le cadre du crime économique, profitent de ce genre d'événements pour faire des transactions financières très fortes. Parce qu'on a enregistré également beaucoup d'appels de fonds maintenant, pour les gens qui ne derrière sont même pas appels, sûrs d'être candidats, retenus, mais ils ont déjà lancé des appels de fonds. Derrière ces appels de fonds, il peut y avoir des mouvements de blanchiment d'argent, de trafic de capitaux et tout autre crime économique. Donc le problème de caution, je ne le vois pas comme un verrou. Alors, je voudrais proposer... Vous dites que chacun vient profitant de la vitrine, de l'exposition au projecteur qu'offre la présidentielle pour leurs propres intérêts qui ne sont pas le palais. Vous verrez de tous ceux qui sont candidats, certains vont disparaître même après avoir reçu des fonds, des soutiens. Tel va dire à son beau-frère, je suis candidat à l'élection présidentielle, il nous faut 500 millions. Tel va dire à son frère, tel va dire à son neveu. Les gens vont profiter. Il y a des crimes économiques qui se cachent derrière. Bon, maintenant, je sais, j'ai eu ma réelle d'être consulté sur
les conditions d'éligibilité, je dirais un des verrous les plus difficiles à traverser serait que tout candidat à la présidentielle ait été au préalable élu du peuple au moins pendant 2 mandats. Et on va peut-être conseiller municipal. Oui, élu du peuple, conseil municipal, au moins une fois même, il dit c'est 2 mandats. Voilà une proposition. Parce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut durcir les conditions. Oui, il faut durcir les conditions pour que ce soit dissuasif. Déjà, quand un individu va déclarer, va annoncer qu'il sera candidat à la candidature d'élection présidentielle, on va lui demander d'abord que, pour dire au quartier, tu viens déjà te présenter à la presse, tu as d'abord été conseiller municipal un jour. Tu as été député. Parce que le texte a prévu ça. Que tout candidat devrait d'abord avoir été élu du peuple, quel que soit au départ. Et ça permettra aussi qu'on puisse évaluer les gens à qui on veut donner des mandats. Vous commencez en bas. Vous commencez en bas. Pour dire qu'on t'a vu, tu étais conseiller municipal, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été Macron, voilà. On a vu les Sonko être maire, député et autres. Effectivement, on devrait. Est-ce qu'il ne faut pas durcir un peu plus loin à la base, par exemple, à la création des partis politiques, comme tente de le faire le nouveau président gabonais? Il faut durcir déjà les conditions de création de partis politiques pour installer le premier tapis. Il faut justifier de 18 000 militants adhérents avec carte d'adhésion. Il faut un compte bancaire. Il faut une réserve financière de tel montage. Est-ce qu'on devrait commencer un peu plus bas, un peu plus loin là-bas, Franck? Oui, moi je pense que ça rejoint toujours ce que nous avons dit depuis. Parce que durcir les conditions à la candidature pour être président de la République, maintenant, c'est déjà bien. Maintenant, si on prend, si on se réfère aux conditions gabonaises, il y a le week-end dernier que je disais encore ça. Aujourd'hui, on a plus de 300 partis politiques au Cameroun. Plus de 300 partis politiques. Si on durcit dans ce sens, ça veut dire qu'on va limiter le nombre de partis politiques. Et à partir de là, ce sont des partis politiques qui ont un programme sûr, qui peuvent vraiment être opérationnels sur le terrain. Parce que les malins, jusqu'à dire, pour rejoindre ce que disait Maître, les partis politiques qui sont déjà créés. Maintenant, c'est à travers les différentes représentativités au sein du conseil municipal, que c'est ces partis-là qui peuvent, peut-être c'est qu'on présentant en disant, c'est déjà un signe de quelqu'un qui veut rester longtemps au pouvoir. Mais ça a son bon côté. Oui, mais ça a son bon côté. Parce que oui, de toute façon, on dit que c'est aussi les gens qui veulent rester au pouvoir. Mais le bon côté, c'est, ça fait à quoi d'avoir 500 partis politiques. Pourtant, en réalité, il n'y a pas 10 partis politiques réellement bien enracinés sur... porte la voix des populations. Porte la voix des populations. Parce que c'est ça en réalité. Moi, 300 partis politiques, si on demande même à nous-mêmes enseignants, nous, tout ça, même aux enfants, là, des cités. Qui veut être président. Donc, il faudrait beaucoup plus socialiser et à comprendre que quand on dit qu'on veut être le père de tout le monde, parce que être président, c'est être le père de tout le monde, il faut être en mesure de démontrer que on a un certain mérite dans son propre cheminement personnel. S'il n'y a pas ce mérite dans son propre cheminement personnel et qu'on ne pense qu'on ne peut mériter qu'en étant le père des autres, ça veut dire que c'est tellement contradictoire. D'accord. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure à la préparation d'émission Émile Messi que même Paul Biya là. Est-ce que lui il est préparé? Est-ce qu'il a d'abord été élu? Il est aussi arrivé là comme ça, non? Non, c'est ceux qui ne savent pas la trajectoire du président Biya. Le président Biya était déjà vice-président national de l'UNC, de son prédécesseur Amadou Eidjo, était membre très influent dans le parti. Et puisqu'ils étaient à un parti unique, ils ne pouvaient pas, avec ces hautes fonctions qu'il occupait, mais c'était je peux dire, la boîte noire même du parti. Certains vous diront même que c'est lui qui rédigeait la plupart des textes, des discours politiques et autres. Donc il travaillait déjà dans l'ombre. Et j'ai dit officiellement, il était le vice-président national de l'UNC, qui est devenu le RDPC le 24 mars 1985. Donc, il n'est pas sorti de nulle part pour dire que lui-même n'a pas fait ses preuves. Non, il était déjà politiquement bien ancré. Pour compléter la réponse en disant que effectivement, je suis pour ceux qui pensent qu'il faut aller d'abord aux élections locales, comme Maître a essayé de le démontrer. Que l'élection présidentielle n'est qu'un couronnement d'une procédure.
d'une trajectoire. On est allé, on a été maire, on est allé à l'Assemblée nationale, on est allé au Conseil. Et c'est par là, et moi j'ai toujours dit qu'il est difficile dans ce pays de gagner une élection présidentielle si on n'a pas des élus dans ces institutions qu'on a citées tout à l'heure. Si on n'a pas de députés, si on n'a pas de sénateurs, si on n'a pas de maires, c'est difficile de gagner une élection présidentielle. Donc, oui, c'est aussi une stratégie. On sait de prétexte pour l'élection présidentielle et on sait qu'en février 2026, il y aura peut-être les élections locales et que par là, on ne va plus se demander que qui est qui, on pourra profiter. Ça peut être une très bonne stratégie pour cela. C'est-à-dire de se faire connaître parce que l'élection présidentielle mobilise tout le monde. Tout le monde. Et que, objectivement, c'est que c'est l'élection locale qui est visée. Alors, c'est l'attitude de l'électeur du Camerounais en ce moment de l'échauffement avant le début du match devrait être quoi? L'électeur doit faire preuve de vigilance, l'électeur doit faire preuve de circonspection, mais l'électeur, dans la logique de cet espace de liberté qu'est le Cameroun, état de droit et autres, on ne va pas revenir sur les différentes lois de 90, de ne pas fermer la porte à l'écoute. Parce que, voyez-vous, il y a des candidats qui viennent pour l'instant, qui sont en négociation avec ce qu'on leur a qualifié de parti Yango, pour bénéficier d'une investiture. Donc, si une chaîne se ferme à ce potentiel candidat, et qu'in fine, il obtient l'investiture d'un parti, c'est la chaîne qui aurait entravé à la liberté de ce potentiel candidat. Donc, restons dans la mouvance, parce que l'élection présidentielle n'est pas que le volet sérieux, il y a aussi un volet festif. Restons donc dans la mouvance qui voudrait qu'on ait d'une part le politique très sérieux et d'autre part le festif, avec parfois des fous du village qui vont animer la galerie, qui vont animer les espaces. Question de décrisper aussi les mœurs, question de décrisper l'atmosphère. Parce que si l'élection présidentielle charrie tellement d'enjeux, que si on devient aussi trop sérieux, on peut aboutir à des AVC, des crises cardiaques. Parce qu'il y a quand même des candidats qui nous... Une petite anecdote, j'ai partagé un plateau une fois avec un candidat annoncé, et je regarde, non, et mon épouse regardait l'émission. Elle m'a dit qu'elle a regardé l'émission uniquement parce que ce candidat annoncé faisait qu'elle s'amuse, qu'elle rit. Et c'est aussi important pour les téléspectateurs parce que ça rentre dans le la troisième fonction des médias qui est le divertissement. Tout ça entre dans l'animation de l'élection présidentielle. Il faut bien connaître des bons souvenirs. On a connu des candidats. Le premier triumvir, le président du DIC. DIC, on l'appelait comment une époque là. C'était intéressant aussi de le voir aller plonger dans l'eau à Crédit. Vous dites qu'il est en pleine campagne. La science, il va remis les équipes de campagne de ces candidats-là. Il est parti se placer en route et les élèves sortaient. Vous me connaissez. Allez, on passe à la mémoire du président du DIC, le premier triumvir de la démocratie intégrale au Cameroun, le premier triumvir. On va sortir de ce point. Merci beaucoup, maître, d'être venu. On espère que vous avez à votre candidat. Non. Vous faites d'abord des enquêtes. J'ai mon candidat. Je vais vous... Non, je vais vous dire. Je ne vais pas le cacher, je suis conseiller municipal RDPC, je suis président de cette section RDPC. Donc, candidat... Encore en fonction. Le candidat de souffrir à pétition. Ce serait un péché pour moi de penser que il devrait avoir notre candidat. Mais si les autres viennent toquer, vous êtes conseiller municipal, vous devez donner la signature. Vous allez le faire? Si un candidat indépendant vient solliciter la signature chez vous. Je suis cadre du RDPC. Je suis président de cette section. Vous êtes conseiller municipal. Et je suis conseiller municipal. Donc vous pouvez donner une signature. Je ne peux pas donner une signature, je ne peux pas cautionner, je ne peux pas